les problèmes, y compris de l'élève. C'est bien quelque chose dont tout le monde doit se préoccuper, tout le monde, tous les acteurs de la communauté éducative, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les animateurs dans les centres de loisirs, etc. C'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Et c'est là que pour moi ça doit être audacieux, c'est-à-dire qu'on doit s'autoriser à se dire on met tout le monde autour de la table sur la base de ce tronc commun de connaissances, et à partir de son tronc commun de connaissances, on essaye de voir comment chacun est prêt à faire un pas vers l'autre, pour se dire qu'en mettant l'enfant au centre, on va essayer de faire en sorte que l'ensemble des temps de cet enfant soit le mieux aménagé possible. Donc pour moi, il est bien question de l'aménagement des temps de l'enfant, et non pas du tout de la réforme des rythmes scolaires, c'est l'aménagement des temps de l'enfant, aménagement dans lequel chacun doit se sentir responsable, absolument, et ça c'est pour moi vraiment très très important, mais dans le cadre de cet aménagement des temps, il est indispensable de voir comment on organise et on gère au mieux l'ensemble de ces temps que traverse l'enfant. Parce qu'il y a de fait, je pense que nous sommes dans le cadre de la refondation de l'école, ce qui a du poids quand même. Refonder, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste aménager l'existant, c'est bien reconstruire, et c'est dans ce cadre-là que je me suis moi toujours située, ce qui me fait forcément poser la question totalement autrement qu'à partir de la réforme des rythmes scolaires, qui n'est d'ailleurs pas une réforme, parce que si on la regarde sous l'angle de ce que sera l'application stricte du décret, on ne fait en gros que revenir à ce qui existait avant 2008. Donc pour moi, ça n'est pas une réforme, c'est juste l'aménagement actuel de l'existant qui a changé, tous ensemble, de tout remettre à plat pour essayer de voir comment on allait reconstruire l'ensemble des temps de l'enfant, dont font partie les temps scolaires, bien évidemment, mais à partir d'une remise à plat. Parce que finalement, on parlait de réforme des rythmes scolaires, ça n'existe pas en soi, scientifiquement, ça n'a pas d'existence. Je suis sûre, si cette organisation-là, qui est un non-sens pédagogique pour moi. J'ose le dire, c'est un non-sens pédagogique pour moi, parce qu'il n'y a jamais eu aucune preuve de quelque ordre que ce soit que le matin était équivalent à l'après-midi du point de vue des apprentissages. Au contraire. Au contraire, depuis le début du XXe siècle, les chercheurs, comme par exemple Binet, qui était un psychologue qui a beaucoup travaillé sur les troubles d'apprentissage, précisaient bien dès 1906 qu'il était indispensable qu'on consacre le matin à toutes les activités qu'on sait être coûteuses pour l'enfant, du point de vue de la concentration, du point de vue cognitif, etc. C'est indispensable. La triple alternance pédagogique, c'est l'idée que l'enfant doit chaque jour, quotidiennement, et pas seulement sur la semaine, mais doit chaque jour bénéficier d'une triple alternance qui concerne le fait qu'on doit leur proposer des séquences pédagogiques qui vont être coûteuses du point de vue de la concentration, de l'attention, de la focalisation de l'attention, donc le coût cognitif, comme tout ce qui est apprentissage nouveau. Je ne veux même pas dire les maths et le français, pour moi c'est tout apprentissage nouveau qui impose à l'enfant de se concentrer énormément sur cet apprentissage nouveau, parce qu'il est en train de construire un élément. Je disais la triple alternance, vous avez défini très rapidement, en fait on n'a pas le temps de... Vous avez dit motricité, créativité et concentration. C'est concentration, attention, motricité, créativité, imaginaire. Je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire que depuis qu'on est sur 4 heures, c'est-à-dire que ça fait 17 ans dans l'école lilloise, on fait tout le matin. C'est-à-dire que le matin... Qu'est-ce que ça veut dire, coûteux cognitif ? Ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources, forcément, qui sont mises en œuvre, que ça lui demande un effort qui n'est pas forcément... qui est coûteux dans la mesure où il est obligé de rassembler toutes ces ressources sur la focalisation de cette activité. Et de l'énergie. Alors, parce qu'on sait que là, à ce moment-là, il peut le faire véritablement. Il y a, c'est vrai, d'autres moments où c'est plus difficile. Le creux méridien, et je parle bien du creux méridien, je ne parle pas d'une pause à étaler, je parle du creux méridien qui est le milieu du circadien, du rythme circadien, qui est donc au milieu, enfin, qui est donc en début d'après-midi, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on a parfois dit, la pause post-prandiale, différente. Il y en a 3 grandes catégories. Il y a d'une part les rythmes circadiens, j'en ai dit 2 mots avec le creux méridien. Le rythme circadien, c'est le rythme d'à peu près 24 heures, dans lequel on a le rythme veille-sommeil, le rythme de température centrale, le rythme de la plupart des systèmes hormonaux. Le rythme veille-sommeil part de l'idée qu'il y a une interaction permanente entre la veille et le sommeil.
partant de l'idée qu'une veille de qualité va permettre un sommeil de qualité, mais qu'à l'inverse, une mauvaise nuit risque fort de faire que la veille qui suit soit un petit peu plus compliquée. Mais de plus, cette interaction part du principe que le sommeil a une horloge qui lui est propre, une horloge indépendante, qui est propre au sommeil, et que ce sommeil a besoin de ce que l'on appelle aujourd'hui la pression de sommeil exercée par la journée, par la veille. Cette pression de sommeil, c'est en gros ce qu'on appelle la bonne fatigue. Je crois que tout à chacun sait très bien que quand on n'est pas assez fatigué, on ne dort pas bien. Quand on est trop fatigué, on ne dort pas bien non plus. Il y a cette bonne fatigue qui doit être exercée par la journée qui va permettre que le sommeil soit de qualité. Et en disant cela, vous voyez bien que c'est comment on va organiser cette journée de l'enfant qui va lui permettre d'avoir cette bonne fatigue sainte, qui n'est pas notre réveil spontané, et qui signifie que si on fait sonner le réveil, on n'a pas fini sa nuit. On n'est pas arrivé à son heure d'éveil spontané. D'accord ? Mais on avance de phase. Non, mais ça, on le sait dans notre temps. J'ai très peu d'enfants qui me disent qu'ils se sont réveillés tout seuls le matin. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est à ça qu'on doit aboutir. On doit faire en sorte que les enfants puissent se réveiller spontanément le matin. Cette réveil spontané, elle est peu plastique. Elle est peu plastique. Et contrairement à ce que l'on pense, Elle est peu plastique, c'est-à-dire qu'elle bouge peu. elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Il lui faut environ 2 à 3 semaines pour pouvoir se décaler quand on décale les autres horloges. C'est-à-dire que quand on se couche plus tard, elle continuera de fonctionner à la même heure. D'accord ? Ce qui veut en gros dire également que les heures de grasse matinée ne servent à rien. D'accord ? Les heures de grasse matinée ne servent à rien. Pourquoi ? Ce sont des heures creuses. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les heures du sommeil de nuit, du point de vue de leur fonction levée à la même heure. Ça, c'est un fait physiologique qu'on doit avoir en tête. Donc ça ne bouge pas, c'est-à-dire on les couche toujours à la même heure, on les laisse se lever spontanément tous les jours à la nuit. Je vous assure que ça ira déjà beaucoup mieux à l'école si on fait ça. Ça, j'en suis absolument persuadée. Qui est bien une rythmicité ultradienne à part entière. Mais ce qu'on a certainement oublié, ou qu'on ne sait peut-être même pas, c'est que s'il y a bien une rythmicité due au fait que chaque cycle du sommeil a la même durée, 90 minutes environ, l'architecture interne de ces cycles n'est absolument pas la même en début de nuit et en fin de nuit. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'en début de nuit, le premier cycle de nuit qui suit un moment qu'on peut tout à fait repérer chez tout à chacun, c'est le moment où la température baisse, justement. Donc chez nous, c'est ce moment de fin de journée où on va ressentir un frisson et qu'on va complètement ignorer, donc parce qu'on est en train de faire quelque chose de super intéressant, donc on ne va surtout pas se préoccuper de ce frisson. Donc on prend la petite laine et on continue, puis 35 minutes on veut aller se coucher, puis on dit tiens, tout à l'heure j'étais fatiguée, je baillais, etc. Mais maintenant j'arrive plus à m'endormir. On a loupé l'heure d'endormissement. Donc chez l'enfant c'est pareil, il faut essayer de repérer quelle est l'heure à laquelle on est sûr que son endormissement va apparaître facilement. Ne pas se dire, quand il se frotte les yeux, c'est pas grave dans 5 minutes, parce que c'est vrai. Et vous le savez bien vous aussi, que 5 minutes plus tard, on est de nouveau réveillé. Mais on a quand même loupé l'heure de l'endormissement. D'accord ? Mais cette mélatonine, pour pouvoir mettre en route le sommeil, c'est-à-dire pour être sécrétée, a besoin d'obscurité. Tant qu'il n'y a pas l'obscurité, la mélatonine ne se met pas en route. Et on pense donc qu'on n'est pas prêt à s'endormir. Comment fait-on l'obscurité ? En supprimant tous les écrans, pour commencer, quels qu'ils soient. Télé, ordinateur, jeux vidéo, téléphone, voilà. Tous ces trucs-là, c'est un flux lumineux qui tape directement sur l'horloge biologique principale qui se trouve derrière la rétine. Et cette horloge biologique principale, grâce à ce flux lumineux, reste en permanence activée artificiellement. Et n'indique donc pas aux horloges périphériques. Ce sommeil paradoxal est utile aux apprentissages que l'on fait, puisqu'il permet de mettre en mémoire à long terme les informations qu'on a apprises auparavant. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on apprend en dormant et que se planter sur iPod toute la nuit pour apprendre ses leçons, ça va marcher. Mais apprendre ses leçons la veille au soir pour les réviser avant de se coucher, plutôt qu'être devant un écran, ça permet que ces informations acquises à ce moment-là soient traitées par le sommeil paradoxal pour être en mémoire à long terme. Plus la nuit avance, plus le sommeil paradoxal augmente en durée. Il est le plus long dans le dernier cycle de nuit de l'enfant. L'horloge d'éveil spontané va toujours sonner à la même heure. D'accord ? Le cerveau recalcule combien d'heures il y a entre l'heure effective de coucher et cette heure d'éveil spontané. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a plus assez de temps pour faire ses stades de sommeil.
Il supprime donc les stades de sommeil profond qui sont récupérateurs de la fatigue physique, l'hormone de croissance, etc. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Quand on réveille trop tôt l'enfant, c'est son sommeil paradoxal qui est atteint. Donc c'est pour ça qu'on est au cœur de notre préoccupation. C'est bien ça que j'exprime dans la régularité indispensable dans ce temps de sommeil pour l'enfant. C'est vrai jusqu'à 9-10 ans. L'enfant a besoin de cette régularité parce que sa maturation physiologique ne lui permet pas de toute façon de bouger plus facilement ces différentes bornes-là. Donc c'est vital parce que les apprentissages qui se feront à l'école seront dépendants de ce bien-être-là, fatalement. C'est complètement interdépendant. C'est pas quelque chose qui est disjoint. Je disais 9-10 ans à peu près, ils sont plutôt matinaux qu'autre chose. C'est vraiment une... C'est à partir du moment où la puberté va se mettre en route qu'on a des modifications qui apparaissent. Et là, on devrait effectivement prendre en considération ça, parce qu'elles apparaissent de la même manière chez tous. On estime entre 11 et 20 ans à peu près que quelque chose se passe de fondamental chez le préado et l'ado au moment de sa puberté, à savoir qu'il se produit ce qu'on appelle un retard de phase. Et c'est un retard de phase physiologique, c'est-à-dire que tous les systèmes sont retardés d'1 heure à 1 heure et demie. C'est pour cette raison qu'à cet âge-là, les ados ont souvent envie de se coucher plus tard. C'est-à-dire qu'on commence à 8 heures, comme ça, on fait un schéma pour qu'on se... Alors j'en ai deux, j'ai 2 groupes scolaires qui ne fonctionnent pas qui fonctionnent sur le même modèle. Il y en a un qui commence à 8h15, l'autre commence à 8h30. D'accord. Et on finit à 12h30 ou à 12h15. Selon qu'on a commencé à 8h15, 12h15, 8h30, 12h30. Pourquoi 8h15 dans le deuxième cas? Parce que les parents de cette ville-là se fait. Donc c'est cette alternance chaque matin qui permet que l'enfant soit constamment disponible. C'est d'autant plus intéressant pour les enseignants que depuis toujours, ils me disent que depuis qu'ils fonctionnent de cette manière-là, ils ont retrouvé les fondamentaux de leur métier. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'en ayant les enfants disponibles pour faire musique avec eux, pour faire EPS avec eux, etc., ben ça change tout. Parce qu'on a des enfants qui parfois sont très bons musiciens mais pas forcément bons en maths. Ben là, on s'aperçoit de ses compétences et de ses potentialités dans cette autre discipline, on les voit vraiment. Et ce qui est très intéressant également du point de vue pédagogique, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à faire des transferts d'apprentissage quand on joue sur cette triple alternance, parce qu'on voit bien qu'en musique, il arrive qu'on fasse des mathématiques, qu'en géographie, voilà. Et on fait beaucoup plus facilement parce qu'il y a cette succession-là qui permet qu'on le fasse. C'est-à-dire que je pars de l'idée que les temps qui ne sont pas les temps scolaires sont également des temps éducatifs, mais qui sont des temps éducatifs à part entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants du scolaire. Ce sont des temps éducatifs qui ont leur propre spécificité, leur propre cadre, leur propre contexte, et qu'il est donc important pour moi, dans cette réflexion globale et partenariale, d'accorder également une valorisation à ces temps éducatifs. Pour accorder une valorisation à ces temps éducatifs, il est évident qu'il faut leur donner du temps. Donner du temps au temps, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça n'est pas en les émiettant tous les jours sur la base d'une demi-heure ou 3/4 d'heure qu'on permettra de valoriser ces temps éducatifs. Ça devient, de fait, de l'animation de l'activité, et pas du temps éducatif dans lesquels on met en place des parcours éducatifs qui ont des objectifs, qui permettent qu'il y ait un travail partenarial entre l'école et ses parcours éducatifs, à la construction des compétences de l'enfant. C'est-à-dire que dans certains cadres, avec un autre contexte, il y a certaines compétences nouvelles que l'enfant peut acquérir, mais qui vont être au service de l'école. C'est ça qui est la finalité, qui est l'initiation à la philosophie, qu'on fait dès la grande section de maternelle. Dans ce parcours d'initiation à la philosophie, on apprend à l'enfant, d'une part, à exprimer ses propres ressentis, à exprimer ses émotions, à exprimer la perception des choses qu'il a. On lui apprend également à écouter l'autre. On lui apprend à argumenter pour défendre une idée qu'il veut faire passer. Mais on lui apprend également à contre-argumenter quand l'autre est en train de défendre une idée. D'accord ? Donc c'est tout ça qu'on fait avec l'enfant. Vous voyez bien qu'à travers ça, il acquiert des compétences qu'on peut inscrire dans le vivre ensemble. Bien évidemment. Et vous avez raison de préciser les après-midi, parce que les matins, au contraire, nous on tient les concerts, on s'aperçoit que pour les deux, c'est vraiment important. Alors les après-midi, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'hésite plus à proposer de la sieste à tous ceux qui en ont vraiment besoin, parce qu'on est moins sur les temps d'apprentissage.
d'apprentissage. Comme il y a 20 heures le matin, c'est beaucoup moins gênant pour les enfants de maternelle, donc on n'hésite plus à proposer du temps de sieste vraiment. Et effectivement, on a beaucoup travaillé avec les animateurs qui encadrent les enfants à cet âge-là pour vraiment travailler sur la relaxation avec eux, etc. Et en fait, on ne propose aux petits, aux moyens, qu'1 heure d'activité sur les parcours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parcours complet, ils ont bien un temps de parcours, mais ça ne dure qu'1 heure, puisque avant ça, on leur donne vraiment les temps de respiration, de repos.